Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un cas assez fascinant. Comment un produit ancestral, le thé rwandais, s'attaque au marché mondial grâce au numérique. Et pour ça, on a deux sources intéressantes. Oui, on a d'un côté le site d'une agence digitale qui s'appelle Fosia, au Rwanda, et de l'autre, le site d'un de leurs clients, la société Rwanda Mountain Tea. Et l'idée, c'est pas juste de comparer deux sites, hein. On va faire une sorte de crash test. Un crash test, j'aime bien l'idée. Fosia fait une promesse marketing très forte sur son site. Et nous, on va voir si cette promesse, elle prend vie sur le site de leurs clients. C'est un peu comme lire la brochure d'une voiture de sport et puis aller l'essayer sur circuit pour voir si elle a vraiment ce qu'elle promet sous le capot. C'est exactement ça. Est-ce que le discours de l'agence tient la route une fois qu'on regarde le travail livré? La question de fond, c'est comment on transforme un simple site vitrine en une machine de vente qui bosse pour vous 24 heures sur 24. Alors commençons par la promesse. Le site de Fosia. Oui, leur message est impossible à rater. Ils se présentent comme le partenaire de croissance numérique pour les entreprises ambitieuses. Ils ne disent pas « on fait des sites web ». Non, ils disent on construit des systèmes de revenus numériques. C'est une sacrée affirmation, non? C'est un positionnement très très intelligent. Ils ne vendent pas un outil, ils vendent un résultat. Oui, Et ils ont très bien compris les angoisses de l'entrepreneur moderne. Quand on lit leur site, ils listent des problèmes hyper concrets. du genre être invisible sur Google ou voir ses concurrents vous passer devant. Voilà, et rafler vos clients. Ou pire encore, avoir un site qui attire des visiteurs, mais personne n'achète. Le fameux « beaucoup de bruit pour rien », quoi. Oui, et il y a ce point qui va parler à beaucoup de monde, avoir un site qui a l'air un peu vieux, qui donne l'impression que votre entreprise est moins sérieuse qu'en réalité. C'est ça. C'est frustrant d'avoir un super produit, mais une vitrine numérique qui ne lui rend pas justice. Fosia semble dire « on a compris votre douleur et on a le remède ». Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils proposent ce remède. Leur modèle économique est assez disruptif. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a une phrase qui ressort « Pay monthly, not millions upfront ». Payer mensuellement, pas des millions d'un coup. Alors en quoi ça change tout? C'est juste un étalement de paiement, non? Pas seulement. C'est qu'un vrai changement de philosophie. Ils ne vendent plus un site web comme un projet unique avec un début et une fin. D'accord. Ils vendent un abonnement à la croissance. C'est le modèle du Software as a Service, le SaaS, mais appliqué au service web. On pourrait parler de Website as a Service. Ah, c'est intéressant ça. Donc pour le client, le risque financier est bien plus faible. Bien plus faible. On ne paie pas pour une boîte noire qui sera livrée dans 6 mois en espérant qu'elle soit réussie. On paie pour une équipe qui travaille avec vous, mois après mois, sur vos résultats. Donc la relation est complètement différente. L'agence n'a plus intérêt à juste livrer le projet et disparaître. Précisément. Leur succès est directement lié au succès du client sur le long terme. Si le client arrête de payer, l'agence perd de l'argent. C'est un vrai partenariat, pas une transaction. Exactement. Et pour structurer ce partenariat, ils ont leur propre méthode, le Fosia Growth System, une feuille de route en 3 étapes. Ok, alors la première. La première, c'est la fondation stratégique. Là, on ne parle pas de code ou de design. On est dans la réflexion pure. Voilà. Analyse de la marque, du client idéal, de la concurrence. Ils construisent les plans avant de poser la moindre brique. C'est la partie immergée de l'iceberg, essentielle, mais qu'on ne voit jamais. Et après cette stratégie, La deuxième étape, c'est l'excellence technique. C'est la construction du site en elle-même, mais, et c'est crucial, ils insistent sur le fait que le référencement, le SEO, est intégré dès le premier jour. ah, ce n'est pas un truc qu'on ajoute à la fin pour faire joli. Non, ce n'est pas un pansement. L'architecture entière du site est pensée pour plaire à Google et bien sûr pour convertir les visiteurs en clients. Et la troisième étape, j'imagine que c'est là que le modèle mensuel prend tout son sens. Exactement. C'est la croissance continue. Le site est en ligne, mais le vrai travail commence. Il parle d'optimisation basée sur les données, de marketing, de reporting. De conseils, voilà. Ils le disent très clairement, hein. Notre succès se mesure à vos résultats. C'est une promesse forte. C'est une promesse très bien ficelée sur le papier. Maintenant, la question, c'est toujours la même. Est-ce que ça marche en vrai? C'est le moment du crash test. Allez, regardons ce que ça donne quand on applique ce système au site de Rwanda Mountain Tea. Dès la page d'accueil, l'ambition est là, noir sur blanc. Hisser le drapeau rwandais vers de nouveaux sommets au niveau mondial. Ça pose le décor. Clairement, on n'est pas dans la vente pour le marché du coin. Et du coup, le discours doit être universel. C'est ce qu'on voit tout de suite. Ils ne parlent pas seulement de leur thé, ils parlent des bienfaits du thé en général.
Ah oui, la section 4 raisons de boire plus de thé. C'est ça, ils évoquent la santé, la relaxation, la diversité des saveurs. Ce sont des arguments qui parlent à un consommateur à Paris, à Tokyo ou à New York. C'est très malin pour éduquer le client potentiel. Et quand on passe à la boutique, cette ambition internationale devient encore plus concrète. Je vois les produits, Peppermint Tea, Organic Green Tea, et les prix. Les prix sont tous en dollars américains. 3,50 $, 4 $. Pas un mot sur le franc rwandais. C'est un détail, mais j'imagine que c'est un choix stratégique lourd de sens, non? C'est un choix fondamental. Ça envoie 2 signaux très clairs. Le premier, c'est « Nous sommes ouverts au business international, notre plateforme est prête pour vous ». Ça enlève la friction de la conversion des devises. Voilà. Et le second, c'est un signal de positionnement. Le dollar, c'est la monnaie du commerce mondial. L'utiliser positionne immédiatement la marque comme un acteur global. Mais ça doit aussi amener son lot de défis, non? Vendre à l'international depuis le Rwanda, ça implique une logistique, des paiements... Absolument. Et c'est là que l'excellence technique promise par Focia devient cruciale. Le site doit inspirer une confiance totale. Le design doit être impeccable, les infos de livraison claires, le paiement fluide et sécurisé. Si un seul de ces éléments est un peu bancal, c'est fini. Exactement. Le client international, qui prend déjà un risque en commandant de loin, va abandonner son panier. Le site n'est plus une vitrine, c'est le garant de la crédibilité de l'entreprise. On sent cette intention de rassurer et de valoriser. Par exemple, ils ne listent pas juste des produits. Ils ont une section sur leurs tea gardens, leurs plantations, avec les noms pris, Gatare, Jisakura. Oui, ça me rappelle ce qu'on voit dans le café de spécialité ou le vin, où connaître le nom de la parcelle change complètement la perception du produit. C'est exactement ça. On n'achète plus une marchandise, on achète un terroir, une histoire, une traçabilité. C'est une stratégie de premiumisation. Ils ne vendent pas seulement du thé, ils vendent une origine, un savoir-faire rwandais. Et là, on voit bien l'application de la fondation stratégique de Focia. Comprendre que le consommateur moderne ne veut pas juste un produit, il veut une histoire authentique. Et pour que personne n'ait de doute sur qui a orchestré tout ça, la boucle est bouclée de manière très claire. Sur le site de Focia, on trouve un témoignage du docteur Mawo Martin de Rwanda Mountain Tea. Qui dit quoi, en substance? Il dit que l'équipe a donné une nouvelle image à leur site et que cela génère des clients et augmente ses revenus. Et en bas du site de Rwanda Mountain Tea, laisse-moi deviner, Made with Art by Focia Ltd. Exactement. C'est l'alignement parfait entre la promesse et la preuve sociale. C'est un cercle vertueux, le client est content, il le dit, ça attire de nouveaux clients pour l'agence et l'agence signe son travail. Le site du client devient un portfolio vivant. Voilà. Sur le papier, tout ça a l'air parfait. Presque. Presque trop parfait d'ailleurs. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une stratégie numérique, ce n'est jamais aussi lisse que dans une présentation. Il faut toujours regarder dans les coins. Alors, qu'as-tu trouvé? En explorant un peu plus le site de Rwanda Mountain Tea, je tombe sur leur section Our News, les actualités. Et là, surprise. Un grand message s'affiche. No results found. Aucun résultat trouvé. Ah! Ça, effectivement, ça casse un peu l'image parfaite. Ma première réaction, si j'étais un client, serait de me dire que le site est peut-être à l'abandon. C'est ma réaction aussi. On se dit, tiens, c'est cassé. Et ce n'est pas le seul petit détail. En bas du site de Focia, le copyright indique fièrement 2025. Ils sont déjà dans le futur. Voilà. Mais chez leurs clients, Rwanda Mountain Tea, on est encore en 2024. Ce sont des détails, mais ça donne l'impression d'un décalage. Comment on peut interpréter ça? C'est le signe que la belle promesse n'est pas si bien tenue. On pourrait le penser, mais je crois qu'il faut voir ça sous un autre angle. Ces imperfections sont en fait incroyablement révélatrices de la réalité du travail numérique. C'est-à-dire? Elles montrent qu'un site web n'est pas une peinture qu'on accroche au mur et qu'on ne touche plus. C'est un jardin. Ça demande un entretien constant. Développe cette idée de jardin. Comment le No Results Found s'intègre là-dedans? Ce message peut vouloir dire plusieurs choses. Option 1, un bug technique. C'est possible, d'accord. Option 2, plus probable à mon avis, la structure pour les actualités est prête, le contenant a été créé, mais le contenu, les articles, n'a pas encore été produit. Ah, donc ce serait une fonctionnalité en attente. Voilà. Focia propose bien un service de stratégie de contenu, mais peut-être que ce n'est pas la priorité du client pour l'instant. Il se concentre peut-être à 100% sur l'optimisation des ventes avant de passer à la production de contenu, quitte un effort de long terme. Donc,
Loin d'être un échec, ce serait plutôt le signe visible que le travail est en cours, qu'il y a des phases, c'est une lecture possible, et elle est cohérente avec leur modèle de croissance continue. Une agence traditionnelle aurait peut-être mis 3 articles bidons pour remplir les trous avant de livrer le site. Ici, ce vide est presque honnête. Honnête. Oui, il montre où en est le partenariat à l'instant T. Le jardin est là, les parcelles sont délimitées, mais on n'a pas encore planté les légumes dans cette partie-là. C'est une perspective intéressante. Ça rend le processus plus transparent finalement. Et pour les dates de copyright, 2025 contre 2024. Ça, c'est probablement un oubli ou une mise à jour qui n'est pas automatisée. Mais cet oubli illustre parfaitement pourquoi Fosia vend des services comme Maintenance and Security et Monitoring and Watch. Parce qu'un site web, ça demande une attention constante. Constante. Les mises à jour de sécurité, les petites corrections, l'adaptation aux nouvelles versions des navigateurs, c'est un travail sans fin. Ces petits détails visibles ne sont que la pointe de l'iceberg de tout le travail de maintenance invisible qui doit être fait en coulisses. En fait, ces défauts sont la meilleure publicité pour le modèle d'abonnement qu'ils proposent. Exactement. Ils ne sont pas la preuve d'un échec, mais la preuve de la nécessité d'un processus continu. Le travail n'est jamais vraiment fini. C'est bien vu. Cela dit, il y a un risque pour le client. Le piège, c'est de devenir trop dépendant de l'agence pour la moindre petite mise à jour. La frontière entre un partenariat dynamique et une dépendance coûteuse peut être mince. Il faut que les objectifs soient redéfinis régulièrement, j'imagine. Oui, la communication est clé. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ce crash test nous apprend? On est parti de la promesse d'une agence, on a regardé son application. La principale leçon pour moi, c'est la différence énorme entre avoir un site web et avoir une stratégie de croissance en ligne. C'est toute la différence entre un objet statique et un processus dynamique. Et ce cas est aussi une formidable illustration d'une tendance mondiale. Laquelle? La numérisation des industries les plus traditionnelles. On part d'un produit de la terre, la feuille de thé, et on arrive à un système de vente en ligne sophistiqué qui cible le monde entier. Et ce qui est puissant, c'est que tout ça est fait localement. C'est une agence rwandaise qui donne à une entreprise rwandaise les outils pour être compétitive au niveau mondial. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher une grande agence à Londres ou à Paris. L'expertise est là. C'est la démonstration que le talent et la stratégie numérique sont aujourd'hui distribués partout dans le monde. Une bonne stratégie peut permettre à n'importe quelle marque de toucher son public, où qu'il se trouve. C'est ça. Pour finir, il y a une dernière chose qui m'a interpellé et qui ouvre une réflexion intéressante. En regardant le blog de l'agence Fosia, je suis tombé sur un article. Le titre c'est « Guide complet, le SEO local pour les entreprises rwandaises ». L'article explique très bien comment aider un touriste à Kigali à trouver le meilleur café près de lui, via Google Maps, etc. C'est une approche très très locale. Et c'est là qu'une tension fascinante apparaît. Parce que comme on l'a vu, Rwanda Mountain Tea, leur client, a une mission globale. Des prix en dollars, une ambition mondiale. Voilà, qui dépasse très largement les frontières du Rwanda. Il ne vise pas que le touriste à Kigali, il vise surtout l'acheteur de thé à San Francisco ou le distributeur à Hambourg. Exactement. Ce qui amène une dernière question, une pensée à explorer. Comment une entreprise comme celle-ci peut-elle concilier ces deux stratégies? Comment optimiser sa présence en ligne pour être pertinente à la fois pour quelqu'un qui fait une recherche très locale? Et pour un client professionnel à l'autre bout du monde? C'est le grand défi de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Comment naviguer entre l'ancrage local, qui est une force et un gage d'authenticité, et l'ambition globale, qui est le moteur de la croissance? Faut-il deux stratégies, deux types de contenus? Comment les mêmes outils numériques peuvent-ils servir ces deux maîtres si différents? C'est sans doute la prochaine étape de leur croissance continue. Une question passionnante.